Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui l'utilisation du bactériophage en thérapeutique anti-infectieuse, encore appelée phagothérapie, P-H-A-G-O-thérapie. D'abord, quelques définitions. Qu'est-ce qu'une bactérie? Une bactérie est un organite unicellulaire, c'est une cellule comportant deux acides nucléiques d'une taille d'environ à peu près 1 millième de millimètre, visible au microscope optique. La plupart des bactéries ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire ne rendent pas malades ni l'homme, ni les animaux, ni même les végétaux. Seules quelques-unes le font. D'autre part, les virus, eux, sont des entités biologiques beaucoup plus petites, 100 fois plus petites, d'à peu près 1 100 millième de millimètre. Ces virus ne contiennent qu'un acide nucléique. Et à ce moment-là, évidemment, ont besoin d'infecter une cellule dite cellule hôte pour pouvoir se reproduire. Le bactériophage, ainsi, nécessite la bactérie, quelle qu'elle soit, dont il va assimiler la substance pour se reproduire. Il a été découvert par un scientifique qui s'appelait Félix d'Herelle en 1917. Cette date a fait une grande révolution dans les connaissances scientifiques de l'époque. Le bactériophage se présente ainsi. Il est fait d'une capside ou tête du virus, d'un manchon contractile et d'une plaque caudale capable de se fixer sur la bactérie de façon irréversible. Il va donc injecter, en utilisant la contraction de ce manchon, son acide nucléique dans la cellule hôte, où cet acide nucléique va se combiner avec ceux de la bactérie, qui va ainsi synthétiser d'autres capsides et d'autres acides nucléiques, d'autres bactériophages. La bactérie ainsi digérée va éclater, libérant des dizaines de bactériophages qui vont reprendre le cycle, ces bactériophages étant d'autant plus virulents à l'égard du type de bactéries dont ils sont issus. La rapidité de cette bactériophagie dépend de 3 facteurs. Le premier, évidemment, la virulence du bactériophage. Selon que le bactériophage sera passé 10 ou 20 fois sur la bactérie, il sera d'autant plus rapide qu'il aura passé 2 fois plus nombreuse. D'autre part, la sensibilité de la bactérie également. Certaines bactéries paraissent résistantes, mais ne le sont pas totalement, mis à part le gonocoque, qui est une espèce à part dans les bactéries, sa paroi étant résistante, étant très épaisse. Et il y a enfin un autre facteur capital qui est négligé par tous les scientifiques à l'heure actuelle qui étudient le bactériophage, en particulier par tous les spécialistes autoproclamés de la phagothérapie. C'est ce qu'on appelle le milieu pour le milieu biologique ou le terrain quand il s'agit d'êtres vivants. En effet, in vitro, le milieu biologique intervient par 3 facteurs que nous étudierons, qui sont le taux de sucre, le taux d'acidité et enfin, in vivo seulement, donc pour le terrain, les antiphages. Nous y reviendrons. La spécificité du bactériophage est une caractéristique très importante, à savoir, le bactériophage est un virus qui n'atteint que les bactéries et uniquement les bactéries et aucune autre cellule. Il se fixe uniquement sur elles. D'autre part, cette atteinte se fait de proche en proche, et nous l'avons vu, la virulence du phage augmente au fur et à mesure des passages sur les bactéries qu'on appelle lyses, L-Y-S-E. Nous allons à présent étudier l'évolution d'un foyer infectieux isolé, type abcès, puis également comment se propagent et comment s'arrêtent les épidémies, ou les épisodes aussi, épidémies chez l'animal, et enfin le comportement des bactériophages même chez les végétaux. L'abcès, furoncle ou autre foyer isolé infectieux, ostéite par exemple. Cet abcès ou cette infection évolue en 3 phases. La première phase, phase de début, classiquement étudiée par les auteurs anciens, classiques, tumeur, rougeur, douleur, chaleur. On a un foyer douloureux, rouge, particulièrement chaud, particulièrement gonflé au toucher. Et ce foyer va passer par en quelques jours à une phase de ramollissement. À ce moment-là, la douleur commence à s'atténuer, sauf évidemment s'il y a des compressions mécaniques autour de cet abcès. Puis enfin, la phase d'évacuation, le pus est éliminé, ou un bourbillon, ou éventuellement une incision dite chirurgicale qui va évacuer en fait un pus totalement stérile
et un liquide séreux qui lui par contre sera extrêmement riche en bactériophages. La guérison donc de cet abcès, apparemment spontané ou parfois lié apparemment aux antibiotiques ou à l'acte chirurgical, est dans tous les cas un phénomène de bactériophagie. Les compressions mécaniques peuvent être à l'origine de douleurs, mais un abcès évacué est automatiquement indolore pratiquement au moment où on l'incise. De la même façon, votre dentiste attendra toujours, après un traitement antibiotique, 5 ou 6 jours, avant d'inciser un abcès. La guérison n'est pas l'évacuation de l'abcès, mais elle s'est faite avant que le dentiste vous soigne. C'est malheureusement sur cette erreur que sont posées les indications chirurgicales dans le domaine des ostéites, où l'on réalise des ablations ou même parfois des amputations qui sont totalement injustifiées, mais qui sont liées à la méconnaissance du phénomène de bactériophagie. La méthode américaine du docteur Orr, O2R, par exemple, le fameux pansement américain qu'on laisse pendant des fois 8 semaines sur une plaie infectée, amène une guérison dans 98% des plaies chirurgicales infectées. Il est important de comprendre que l'antibiotique n'a pas une action de bactéricidie ou de bactériaux, etc. qu'on raconte, mais simplement un effet pilule, une bactériostase. À savoir que, imaginons que nous ayons 50 couples dans une pièce, nous donnons un contraceptif, une pilule par exemple, aux jeunes femmes qui sont là, et nous avons donc une absence totale de reproduction de ces couples. Ça s'appelle l'effet pilule. Pour un biologiste, si ce sont des bactéries qui sont ainsi observées, du moment qu'elles ne se reproduisent pas, le milieu est considéré comme stérile. Dès qu'on enlève cette concentration en antibiotiques dans le milieu, c'est-à-dire dès qu'on retire les pilules, au bout de quelque temps, les bactéries sont capables de nouveau de se reproduire. Et on dit il y a récidive de l'infection. C'est une erreur d'interprétation. Tant que le phénomène de bactériophagie n'a pas eu lieu, les bactéries sont toujours potentiellement dangereuses. Nous allons voir à présent comment se propagent et s'éteignent les épidémies ou les épizooties. La première chose que nous allons étudier, c'est le choléra. Le choléra est une maladie dont le germe responsable est un vibrion cholérique. Normalement, le bactériophage vit en symbiose dans l'intestin avec la flore intestinale, en particulier le colibacille, et cet ensemencement se fait au niveau du tube digestif dès l'allaitement de l'enfant par la mère. Le bactériophage est présent dans le colostrum maternel dans les premières tétées. Il va essaimer le long du tube digestif, ainsi que quelques bactéries qui vont arriver et qui vont être responsables de l'installation de la flore intestinale. Au bout de quelques jours, 4e, 5e jour, la sécrétion acide de l'enfant en réponse à la présence du lait maternel va provoquer le blocage de l'immigration bactérienne au niveau de l'intestin et il y aura un équilibre qui va s'installer dans la flore intestinale qui va se reproduire tout au long du tube digestif. Donc, au niveau personnel, après une contamination avec le bacille du choléra, le vibrion du choléra, une personne a 3 possibilités. Soit elle est infectée parce que le vibrion cholérique se reproduit à toute vitesse à l'intérieur de son intestin et elle n'a pas le bactériophage correspondant, cette personne donc meurt. La deuxième possibilité, c'est que le bactériophage va lutter au départ lentement contre le vibrion, puis progressivement de plus en plus vite, mais l'individu est trop faible pour survivre et en raison des diarrhées, la personne va mourir. En deuxième temps, un peu plus lentement. Et enfin, le troisième cas de figure, le bactériophage de la personne est efficace, il va se reproduire assez rapidement sur le vibrion, dépassant ainsi la possibilité du vibrion de se reproduire assez rapidement. Il va donc exterminer tous les vibrions et il va ainsi ensemencer le tube digestif de cette personne qui est guérie. Le choléra est une maladie que l'on trouve dans les pays relativement peu développés et souvent qui sont dotés de puits au centre du village. La personne qui va chercher de l'eau au puits retire l'eau avec une calebasse et
l'eau lui tombe sur les pieds. Dans ces pays, les installations sanitaires ne sont pas légion. Très souvent, on fait des besoins autour de la maison. La personne qui va donc pieds nus faire ses besoins autour de la maison va ramener à côté du puits les vibrillions du choléra. Quand la maladie est installée et que plusieurs personnes sont contaminées par l'eau du puits, ce sont les personnes guéries, donc porteuses du bactériophage actif, qui vont aller à leur tour chercher l'eau au puits pour les malades. Et à ce moment-là, le front de la guérison va rattraper le front de la maladie, car la guérison sera aussi contagieuse que la maladie, le bactériophage utilisant les mêmes voies de déplacement que le bacille du choléra. Le professeur Félix Derel de l'Institut Pasteur s'est rendu en Inde pour faire une étude sur les épidémies de choléra et isola le bactériophage responsable de la destruction du vibrion, en mit dans les puits et en quelques 4 ou 5 ans, les épidémies de choléra disparurent dans tout le district de l'Assam, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes furent protégées totalement du choléra. Le vaccin contre le choléra n'a jamais marché, à savoir qu'il protégeait à 50%. La personne non vaccinée est donc protégée aussi à 50%. Par contre, dans les attitudes sanitaires de l'époque, on trouve une hérésie, à savoir qu'il fallait mettre en quarantaine les personnes guéries qui sortaient d'une zone d'épidémie. C'était dommage. C'était privé du bactériophage les gens qui étaient malades et qui auraient été guéris s'ils avaient été en présence du bactériophage d'autres personnes guéries. Menchnikov, prix Nobel, a reconnu que le choléra n'était pas immunisant, donc raison de plus pour suspecter que le vaccin contre le choléra ne servait strictement à rien. Il a fallu cependant attendre des années pour qu'on le retire. Dans le règne végétal, la fixation de l'azote se fait au niveau des racines des légumineuses à l'aide de bactéries, la plus célèbre étant le Bacterium radicicola. Celui-ci vit en symbiose avec le bactériophage. Si le bactériophage est détruit, le bacille radicicole devient pathogène et à ce moment-là, donc, les racines de la plante pourrissent. Par contre, si le bactériophage est hyper virulent, à ce moment-là, la bactérie évidemment radicicole diminue, il y a moins d'azote et ceci donc entraîne ce qu'on appelle la pauvreté du sol. On s'est rendu compte qu'en fait cela était lié au degré d'acidité qu'on appelle en science le pH, potentiel hydrogène. Tout dépend donc du pH du sol ou de l'acidité ou l'alcalinité du sol. Si l'alcalinité augmente, ceci entraîne la mort des plantes, ce qu'on appelle classiquement la fatigue de la luzernière. Si par contre le bactériophage est tué par l'acidification, et c'est ce qu'on appelle l'épuisement du sol. Comprendre cela, c'est comprendre toute la phagothérapie. En effet, l'échec thérapeutique de la phagothérapie n'est pas imputable au bactériophage, mais bien au thérapeute. Les mauvaises conditions de la bactériophagie sont la cause de l'échec de celle-ci. Il n'y a pas de carence de bactériophage, mais simplement des carences de connaissance de ceux qui essaient d'utiliser en phagothérapie. Nous allons y revenir. Les conditions de base pour la phagothérapie. D'abord, évidemment, suppression de toute substance toxique directement pour le virus, à savoir la quinine, le formol, l'alcool, donc éviter de boire trop d'alcool quand on est infection, mais surtout, une chose très importante, l'aspirine. L'acide acétylsalicylique acidifie le milieu et donc peut, par sa seule présence, bloquer totalement toute bactériophagie. Il est donc extrêmement dangereux, nous y reviendrons, d'utiliser l'aspirine pour faire baisser la fièvre chez une personne infectée par des bactéries, surtout si elle présente une septicémie ou une ostéite. D'autre part, il faut donc corriger le pH du sang, qui la normale est à 7,3. Si
le pH du sang devient acide, à ce moment-là, la bactériophagie a de plus en plus de mal à se fixer, d'autant plus que le pH diminue, c'est-à-dire devient acide. L'autre circonstance, il faut faire attention au degré de glycémie. Nous allons y revenir. S'il y a un diabète, avant toute phagothérapie, et même s'il y a une septicémie, il est conseillé d'insuliner carrément votre patient pour faire baisser le sucre. Les bactéries fermentent le glucose et donc automatiquement vont acidifier le milieu. C'est pour ça que le diabétique infecté décompense en acidocétose. Un petit commentaire aussi en passant, pour les infections urinaires, une ânerie d'autrefois consistait à donner des acidifiants urinaires. Et puis une fois que les patients étaient bien infectés, on les envoyait à cure thermale à la Preste-les-Bains, dont le pH des eaux est à 9, c'est-à-dire sur les eaux les plus alcalines de France. En fait, si on prélève des urines à chaud et qu'on mesure le pH de malade infecté, il est extrêmement acide. Mais dès que l'urine va être refroidie, celle que l'on porte au labo en général, et même carrément mise au réfrigérateur, la fermentation ammoniacale par les bactéries a joué et les urines sont très alcalines, d'où l'idée de mettre des acidifiants. Mais c'était une erreur. C'était l'inverse qu'il fallait faire. La condition essentielle que nous avons examinée est donc le milieu biologique. Quand tout est réglé, pH normal, glycémie normale, il y a pourtant des échecs. Ces échecs ont été observés par mon maître, le docteur Régal Clémenceau, fils du docteur Georges Clémenceau, dont j'étais le seul successeur et le seul élève. Il a étudié pendant la Deuxième Guerre mondiale un certain nombre de guerres. Et alors que tout semblait normal, que le pH était normal, que la glycémie était normale, certaines personnes présentaient des septicémies résistantes à l'introduction de phages à l'intérieur des plaies ou de leur organisme. Comparant la réaction d'un sérum biologique normal en présence de bactéries et de bactériophages avec le sérum de ces patients, ils se rendaient compte que, à toute valeur égale, le sérum des malades inhibait la phagothérapie. C'est ainsi qu'il mit en évidence les propriétés antiphages du sérum. Le sérum du malade était d'autant plus bloquant de la réaction de la phagothérapie que le patient était gravement atteint. Il fut tout de suite entrepris une recherche pour essayer de comprendre comment enlever les antiphages du sérum. À l'époque, on ne parlait pas encore d'anticorps, on ne sait pas encore à l'heure actuelle quel est le substrat de ces propriétés antiphages. Toujours est-il qu'on le sait, avec plusieurs méthodes qui furent mises au point par mon maître, le docteur Régal Clémenceau, et puis par les services de l'hôpital de Montpellier, où je travaillais, que l'auto-hémothérapie est un moyen extrêmement efficace de faire diminuer et puis disparaître ces antiphages. Suivant que l'infection est aiguë, il faudra avoir recours à 8 séances d'auto-hémothérapie, et si l'infection est chronique, également à 8 séances d'auto-hémothérapie, mais avec des dates différentes. En ce qui concerne les infections aiguës, on considère qu'il faut faire les auto-hémothérapies, pour s'en souvenir, tous les 3e et 6e jours. Pour les infections chroniques, l'auto-hémothérapie, ce sera tous les 4e et 7e jours. La présence de substances antiphages dans le sérum des malades est une chose extrêmement importante, mésestimée par ignorance malheureusement, pour évaluer les chances de guérison des patients. La présence d'antiphages, en effet, est la cause des échecs actuels des thérapeutiques par bactériophages en Ukraine. Or, elle peut être modifiée par l'auto-hémothérapie. Cette auto-hémothérapie est essentielle car c'est le seul moyen connu à l'heure actuelle qui ait été évalué pour faire disparaître les antiphages. On ne connaît pas encore à l'heure actuelle scientifiquement le support des antiphages, car au moment où cela a été étudié, on ne connaissait pas encore les anticorps. Par contre, l'auto-hémothérapie peut être réalisée et doit être réalisée en toute présence d'une septicémie résistante, même aux antibiotiques, car en fait la résistance aux antibiotiques n'est qu'une résistance aux bactériophages déguisée. L'injection du sang se fait ainsi. Pour l'auto-hémothérapie, on prend du sang dans une veine, 18 cm3 chez l'adulte, 5 cm3 chez l'enfant et 2 cm3 de sang maternel chez le fœtus ou le nouveau-né, chez le prématuré,
qu'on réinjecte au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure, face postérieure, avec un petit peu de procaïne pour éviter la douleur. Cette injection se fait tous les 3e et 6e jours selon ce tableau-ci, pour les infections aiguës, J1 premier jour, 3e jour J4, etc. Donc, et puis pour les infections chroniques, tous les 4e et 8e jours, selon le tableau indiqué ici. Lors de ces injections, on observe en général aucune réaction locale. La douleur passe assez rapidement. Il faut que le patient boive beaucoup et fasse très attention à son régime, c'est-à-dire éviter tout ce qui est glucidique, surtout les sucres rapides, pour éviter une hyperglycémie et éviter évidemment toute acidification de son sang, donc contre-indication totale à l'aspirine, et surtout donc bien veiller à ce qu'il ait une alimentation de préférence végétarienne, puisqu'il est connu que les végétariens font peu d'infections, étant donné que l'alcalinité de leur sang empêche toute prolifération bactérienne en favorisant la prolifération des bactériophages. Lorsque on a réalisé ces 3 conditions, normalisation de la glycémie, normalisation du pH et normalisation, donc absence d'antiphages, le patient présente en général un pic de fièvre qui peut monter jusqu'à 42 degrés, correspondant à la destruction des bactéries, dont les substances pyrogènes vont déclencher une réaction de fièvre au niveau du plancher du 4e ventricule cérébral, fièvre qui dure en général à peu près 2-3 heures et qui passe donc de 42 à 36 degrés en quelques heures, le malade se sentant infiniment bien. Cette fièvre n'est pas une fièvre fatigante. Ce que je conseille en général à mes patients à ce moment-là, c'est quand ils ont de très très fortes fièvres sous auto-hémothérapie, buvez 1 litre d'eau de Vichy et d'eau de Vittel, dont la contenance est de à peu près 5 grammes de bicarbonate par litre, et donc facilite évidemment encore l'action du bactériophage pour se débarrasser des bactéries. D'autre part, même si la réaction de destruction du bactériophage a lieu lors de la 3e ou 4e injection d'auto-hémothérapie, il est quand même conseillé de faire les 8 auto-hémothérapies, car on a remarqué que parfois certaines septicémies sont dues à 2 bactéries différentes, et on observe un 2e pic de lyse en général plus faible, quelques jours après lors de la destruction de la 2e bactérie. Il est essentiel de comprendre que le bactériophage est un agent vivant, responsable de la destruction du phénomène infectieux. Il n'est pas une banale spécialité pharmaceutique. Alors il trouve évidemment en Ukraine des bactériophages en suspension qu'on peut injecter, mais la phagothérapie n'est pas arroser une plaie avec du bactériophage et attendre les résultats. Il est d'abord se préoccuper du milieu du malade. Ce n'est pas une médication, c'est une méthode qui repose sur des assises expérimentales particulièrement solides, puisque ni le temps, ni les médicaments bactériostatiques ou antibiotiques, ni les vaccins n'ont réussi à la faire disparaître. Contrairement à ce que raconte la presse dans différents endroits, très variés, la phagothérapie n'a jamais été oubliée en France. Que ce soit le docteur Réga Clemenceau, que ce soit d'autres scientifiques, la plupart, même ma thèse, a été faite sur l'utilisation du bactériophage en thérapeutique anti-infectieuse. La France n'a jamais abandonné, et surtout pas l'école de Montpellier, l'utilisation du bactériophage en thérapeutique anti-infectieuse. Si elle est si peu connue, c'est pour une raison toute simple. La maladie n'est pas une scène à 2 acteurs, le microbe et le malade, mais comme le disait si bien Rabelais, de la faculté de médecine de Montpellier, la médecine est une farce à 3 personnages, le malade, la maladie et le médecin. Or, le médecin est maintenu dans une ignorance vertigineuse de certaines découvertes. Il est devenu à présent, notre 20e et 21e siècle, le larbin des laboratoires, des assurances sociales, des ministères de tutelle, sous le bras séculier du Conseil de l'ordre des médecins. Certains experts autoproclamés, certains journalistes mal informés, prétendent que la phagothérapie a été abandonnée en France depuis 1917. Nous en tenons pour preuve tous les éléments que nous vous avons présentés, ainsi que cette conférence. Je conseille à toutes les personnes de consulter le site bactériophage.info pour observer la liste des publications qui sont faites depuis 1923 jusqu'à nos jours, à la fois par mon maître le Réga Clemenceau et par votre serviteur. Vous constaterez qu'il y a évidemment une occultation volontaire de la phagothérapie et une évidente désinformation organisée autour de celle-ci.
Les spécialistes de la phagothérapie ne sont pas forcément ceux de l'Institut Pasteur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous avons pu voir récemment à la télévision certains spécialistes, souvent autoproclamés, nous déclarer qu'il faut aller en Ukraine chercher des boîtes d'ensemencement de bactériophages ultra-virulents. Évidemment, nous avons vu également des patients aller se faire soigner directement en Ukraine où on saupoudrait la plaie avec du bactériophage. Au vu de cette conférence, nous comprenons très bien l'inefficacité, puisque si le terrain n'a pas été corrigé, pH, glycémie et antiphage, apporter du bactériophage ne servira à rien. Apporter du bactériophage, à l'aide de ces substances que l'on peut trouver maintenant dans le commerce, peut être utile dans des conditions extrêmes, à savoir le fœtus, le prématuré, l'enfant non allaité par sa mère, qui aura bien sûr un énorme bénéfice à ce que quelques bactériophages viennent ensemencer son tube digestif. Avec une petite alcalinisation, on peut arriver à neutraliser le tube digestif, surtout en le faisant prendre à jeun dès le départ de la journée. L'estomac à ce moment-là est peu acide et le bactériophage peut arriver directement dans l'intestin avec un petit peu d'eau de Vichy, la valeur d'une cuillère à café et de quelques gouttes de suspension de bactériophage. Au bout de 2-3 jours, on aura un ensemencement correct. L'autre cas de figure, c'est évidemment le blessé de guerre, dont les plaies sont pleines de terre, etc. Il y a certainement du bactériophage, mais aussi beaucoup de virus, beaucoup de bactéries dans cette plaie. Il est intéressant de la laver à l'eau oxygénée, de laver avec de l'eau alcalinisée et peut-être de mettre une ampoule de bactériophage pour éviter donc que cette plaie se surinfecte. D'autre part, évidemment, sur les ostéites, si on peut amener un bactériophage ultra-virulent contre un staphylocoque ou un streptocoque ou le germijolet sur cette ostéite, une fois le terrain corrigé, on aura évidemment une guérison beaucoup plus rapide que d'attendre passivement qu'un bactériophage staphylolytique ou antistreptococcique, qu'un bactériophage antistreptococcique puisse se manifester. Autant l'apporter tout de suite, puisque certains laboratoires sont là pour ça. C'est les seuls cas de figure où l'utilisation du bactériophage sera extérieure, puisque la plupart du temps, la méthode de phagothérapie aboutit à une guérison spontanée que j'ai intitulée sur mon site internet « Guérison naturelle dirigée ». Je vous remercie.